Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Un nouveau café hypnose pour explorer l'antivirus aux hackers de cerveau. Aujourd'hui, on va parler du langage et des suggestions et comment on peut se défendre de certaines suggestions qu'on ne repère même pas, qui nous influencent et qui nous influencent dans le côté plutôt négatif. Bienvenue dans ce nouveau café hypnose, je suis Gilbert Dagon, je suis maître hypnopraticien, master coach et directeur du centre Aura où j'accompagne les personnes à la connaissance de soi pour un rééquilibrage avec l'hypnose, la programmation neurolinguistique ou le coaching, l'accompagnement pour la thérapie, pour des nettoyages en thérapeutique ou alors l'accompagnement vers des objectifs, que ce soit des objectifs professionnels, personnels, privés, voilà, de couple ou sportifs. Eh bien, je vous accompagne avec des outils super puissants, l'hypnose, qui travaille avec son inconscient. Ma spécialité, c'est justement l'hypnose et tout ce travail mental. Ça fait 14 ans que j'œuvre dans ce domaine, dans mon cabinet à Échandan, en Suisse, et j'accompagne des milliers de personnes à ce rééquilibrage intérieur pour retrouver sa pleine vie, on va dire, hein, pleine puissance même dans sa vie, pouvoir réaliser ses objectifs ou simplement être heureux. Voilà, c'est un peu, je crois, le but de tout le monde, c'est d'être heureux, voilà, vivre du bonheur ou dans le bonheur. Eh bien, j'ai le plaisir d'accompagner ces personnes avec un outil qui a été une révélation pour moi, c'est l'hypnose. L'hypnose, ça a révolutionné ma vie, ça révolutionne des vies, ça révolutionne les vies de mes patients en très peu de temps. Eh bien, littéralement, ils se transforment ou ils se nettoient d'un trauma qui était là, persistant depuis des années. Et ça va très très vite. C'est extrêmement puissant. Alors, on ne se forme pas n'importe comment à l'hypnose, il faut des formations solides. Personnellement, je suis actuellement à plus de 1300 heures de formation en présentiel. J'ai d'abord fait une première école ici en Suisse, une école française qui venait enseigner en Suisse. J'ai été après responsable de cette école en Suisse, pour la Suisse, pendant quelques années. Ensuite, j'ai été me former, j'ai repris un cursus complet à Paris. Et puis, j'ai été formé à être formateur pour voilà, former des futurs praticiens de l'hypnose. Tout ça, eh bien, ça me permet, et puis après, de cumuler des heures dans différentes formes d'hypnose, ça me permet d'être performant sur tout le spectre de l'hypnose. Alors bien sûr, pas tout exhaustif, hein, parce qu'on pourra toujours s'étendre, mais sur une bonne partie. Et puis, dans les dernières nouveautés, on a souvent dans l'hypnose des gens qui inventent, qui croient inventer quelque chose en fait, puis c'est juste... alors ils sont tout à fait passionnés et ils ont envie de créer, d'inventer. Et en fait, ils croient inventer quelque chose qui existe depuis une cinquantaine ou une centaine d'années parce qu'ils ne connaissent juste pas l'historique de l'hypnose. Mais ça arrive dans tous les domaines, c'est comme ça. Et donc c'est pour ça que maintenant, pour apprendre une nouvelle technique ou quelques nouvelles approches, il faut y aller. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées en hypnose. C'est pas impossible, pourquoi pas. Et ce qui fait que, eh bien, en travaillant là-dessus, on travaille beaucoup sur les suggestions, ce qui ce qui nous influence. Hein. L'hypnose, c'est aussi, on utilise beaucoup de techniques d'influence, dont les suggestions directes, semi-directes, indirectes, métaphoriques, symboliques. On va le mettre ça dans le métaphorique aussi, et puis là-dedans on a un large spectre de techniques qui nous permettent d'influencer l'autre. En thérapie, en hypnose, que ce soit la thérapie, la préparation mentale, on va influencer l'autre pour son plus grand bénéfice, dans son objectif évidemment, mais évidemment aussi que ces techniques peuvent être détournées et puis eh bien, être utilisées contre des personnes. Voilà, donc on ne peut pas se prémunir de ça. Ma foi, il y a toujours des gens mal intentionnés qui vont utiliser ces techniques en leur faveur mais qui va être en défaveur des autres. Bon, voilà, pour briller, pour de l'argent, pour je ne sais quoi d'autre. Donc
on fait pas de l'hypnose n'importe comment et avec n'importe qui. D'abord, on se renseigne sur le niveau de formation de la personne et puis sur le feeling qu'on a avec la personne. Ça sert à rien d'aller vers une personne où on n'a pas le feeling. Donc, voilà déjà des bases. Ce qui fait que, eh bien, en hypnose, on est attentif vraiment aux suggestions et à l'impact, parce qu'on sait justement l'impact que celles-ci ont sur le psychique, sur le moral, sur la motivation, mais aussi sur le physique. Et voilà, vous êtes tous arrivés de faire un cauchemar, de vous réveiller avec de la transpiration, peut-être même en pleurs, avoir le cœur qui bat très vite. Pourtant, vous étiez allongé dans votre lit et il ne se passait rien. Tout ça, c'était dans votre tête. Et ce qui s'est passé dans votre tête a généré des réactions très concrètes et très réelles dans votre corps. Ça a même produit des taux hormonaux hors normes. Là, on aurait peut-être du cortisol, on aurait différentes hormones liées à la peur, liées au stress, liées à tout l'engagement de la survie. Alors qu'il ne s'est absolument, encore une fois, rien passé. Donc, on sait depuis très très longtemps que les suggestions nous affectent directement et qu'on ne peut pas vraiment s'en défendre. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois, attention, ne pensez pas à un éléphant rose, on reteste, c'est foutu, vous y pensez malheureusement. Eh bien, c'est comme ça. Et en plus, je vous dis de ne pas le faire. Donc, si je vous dis, il y a un éléphant rose dans une Ferrari rouge et elle fonce à toute allure sur l'autoroute, dans votre tête, ne serait-ce que pour comprendre la phrase, vous voyez toutes ces images-là et j'ai implanté une idée dans votre tête qui est celle de l'éléphant rose et de la Ferrari rouge et de la vitesse. Donc voilà. Là, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de but, mais ça pourrait être métaphorique et ça pourrait faire un lien avec une demande, une histoire, quelque chose, et votre inconscient fait des liens entre les choses. Et même cette histoire-là, qui a ni queue ni tête, eh bien, votre inconscient a fait un lien avec quelque chose dans votre vie. Sur la vitesse, sur l'extravagance de l'éléphant rouge, de la Ferrari, de la couleur de l'éléphant rose, de la couleur rouge, de l'autoroute, de la vitesse. Et il a fait des liens avec votre vie. Voilà. Mais on ne sait pas vraiment quel lien il a fait, mais il a fait des évaluations avec votre passé, avec le futur, avec ce qui se passe maintenant dans votre vie. Voilà, donc ça c'est au-delà de notre conscient, au-delà de notre volonté. Ça se fait malgré nous. Et là, je suis toujours un peu surpris d'entendre les gens parler aux autres, notamment des gens dans le coaching sportif, alors pour l'anecdote, j'en ai plein d'autres, des anecdotes, mais là c'est une anecdote assez récente. Je regardais sur Netflix les saisons de Formule 1, ils ont fait des séries là-dessus. Je ne connaissais pas, je découvre ça. Et puis je regarde ça en découvrant vraiment un univers que je ne connaissais pas. J'aimais beaucoup la Formule 1 il y a, en tout cas une quinzaine d'années, ou même plus. J'ai arrêté de la regarder il y a à peu près une quinzaine d'années, donc il y a à peu près une vingtaine d'années on va dire. Et j'étais très très fan, j'ai eu la chance, l'opportunité d'aller sur des grands prix, mais j'ai jamais eu accès à cet univers-là tel qu'elle est dans la série. Alors, je ne fais pas de la pub pour Netflix ni pour la série, mais j'étais étonné d'entendre des commentaires de l'équipe des pilotes qui sont en communication directe avec le pilote qui est dans la voiture et qui balance des suggestions du style « lâche pas ». Tu vas pas faire d'accident, toi en négation. Donc pour le lâche pas par exemple, j'ai eu une jeune fille qui faisait du BMX et qui était dans l'équipe nationale, qui faisait des concours internationaux des concours internationaux pardon, et qui avait souvent des échecs, qui tombaient souvent, blessures aussi, et du coup. Et je lui demandais ce qu'elle se disait dans sa tête. Je lui ai demandé ce qu'elle disait dans sa tête, et elle m'a dit ça. Elle se dit, lâche pas, tu vas pas tomber. Des choses comme ça. Et je me souviens du lâche pas surtout. Et ça, c'est des choses qu'on pourrait entendre. Ça vient certainement de son coach ou des parents qui l'accompagnaient. Voilà. Et ça s'est immiscé dans sa tête et ça est devenu la phrase. Mais quand on dit « lâche pas », eh bien, le cerveau, pour comprendre la phrase, doit s'imaginer, puisque c'est elle qui se le dit à elle-même, elle doit s'imaginer en train de lâcher
tomber, et puis après, il met une croix dessus. Ok? Et après, il y aura toutes les conséquences aussi. La tristesse, démoraliser, les gens qui vont la consoler, peut-être la blessure, et puis l'élimination surtout, et puis que ça a servi à rien, tous les efforts des entraînements, le voyage, tous les sacrifices qu'elle a fait jusqu'à maintenant pour arriver à cette course-là. Et c'est la plupart du temps ce qui se passait. Lâche pas, elle tombait. Donc, et je suis effaré de voir qu'au niveau, à un niveau comme la Formule 1, un niveau mais hyper haut, alors BMX en Suisse, ok, même équipe nationale, on pourrait se dire ils ont peut-être pas les outils, ils savent pas les pauvres, ma foi, puis en plus ils veulent pas savoir, parce que quand j'avais contacté Macolin, c'est l'école d'enseignement pour les coachs sportifs, pour accompagner justement des fédérations de sport. Ah ben, quand j'aurais parlé d'hypnose, ils m'ont raccroché au nez. Bon, c'est il y a une douzaine d'années, mais quand même, aujourd'hui, ça a peu évolué dans le système et il n'y a pas beaucoup d'apports de préparation mentale effective. Tout le monde est conscient que c'est important, la préparation mentale, mais personne ne le fait et ne sait le faire. Donc on se fait juste des petites visualisations, hein. C'est un petit carnet qu'ils ont édité justement ce groupe pour la formation, et tout ce qu'ils font c'est de la visualisation. C'est ce qu'on faisait il y a aujourd'hui 60 ans aux États-Unis. On faisait ça il y a 60 ans, mais ça a évolué. Aujourd'hui on est 60 ans plus tard, ici ça n'a pas évolué, on est encore à ça. Voilà, c'est triste, mais ça se vérifie après dans les résultats. Bref. Donc là aussi, mais après ouais, je m'étonne dans un niveau de la Formule 1 qu'on puisse avoir ça. Et dans beaucoup d'écuries, à chaque fois qu'un accompagnant, je ne sais pas qui c'est, qui communique avec le pilote dans la Formule 1, eh bien, il lui dit les négations. Lâche pas, tu vas pas avoir d'accident, il faut pas ralentir. Que ça, au lieu de dire des choses positives, c'est va jusqu'au bout, tiens le coup, tout va bien se passer, accélère. Mais non, c'est en négation. Alors est-ce que c'est la traduction, parce que tout se fait en anglais et on n'entend pas bien? Peut-être aussi, j'en sais rien. Mais en attendant, je suis effaré de voir ça. Et ça rejoint après dans la vie de tous les jours, quand on dit à un enfant « arrête de courir, sinon tu vas tomber ». On fait quoi? Ça s'appelle une équivalence complexe, c'est-à-dire courir égale tomber. Dans son cerveau, ça va s'implanter comme ça. Et donc du coup, pour être fidèle à papa, maman qui a dit ça, l'enfant, en plus, va tomber. Mais on a généré aussi l'idée de tomber. De courir est égal à tomber, donc il faut tomber. Ok? Et on dit aux enfants, la plupart du temps aussi, d'arrêter de faire ce qu'ils font. Donc on dit ce qu'on veut plus, mais on ne dit jamais ce qu'on veut. D'accord? Quand vous êtes au restaurant, vous ne dites pas je veux pas une pizza, je veux pas un steak frites, je veux pas une salade, je veux pas. Le restaurateur va vous dire mais oh ça va ou bien? Et l'enfant juste, il a juste pas la présence d'esprit et puis il a la connaissance et puis aussi il peut pas répondre à ses parents, mais il pourrait vous dire, il devrait vous dire eh oh ça va, je dois faire quoi alors? Ben parle doucement. Ah là il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit enclencher, mais arrête de crier, ça lui dit pas quoi faire. Ça veut dire je sais pas, tais-toi. Mais s'il a envie de s'exprimer, s'il a envie de vivre, il fait quoi? Ben, il ne sait pas. Donc ça, c'est des choses de manipulation mentale qu'on reçoit des autres souvent. Hein? Ouais, fais gaffe, tu vas tomber. Ouais, fais gaffe, tu vas rater ton bus. T'oublieras pas de prendre du pain. Hein, si c'est le conjoint qui dit ça, puis que la personne a oublié d'acheter le pain le soir, il se fait engueuler, alors que c'est pas de sa faute. Il a reçu une suggestion inverse, et donc c'est t'oublieras pas d'acheter du pain, eh bien c'est on met la croix dessus parce qu'il l'a oublié. Et ce qu'il a généré dans la tête, c'est l'oubli. C'est l'oubli qui se met là-dedans. Et ça va générer un résultat sur à peu près 8 fois sur 10. 80% à peu près, 80% de fois où il va oublier, où on va aller dans la suggestion. Parce que nous sommes hyper suggestibles. Encore plus ceux qui pensent ne pas l'être. Encore plus. Quand je vois des gens qui viennent me voir et disent « ouais, moi je suis pas sûr d'être réceptif à l'hypnose », déjà c'est une belle connerie, je crois qu'on l'a déjà développé dans les vidéos. Il y en a même qui arrivent à me dire qu'ils ont été chez un hypnotiseur et puis l'hypnotiseur leur a dit qu'ils n'étaient pas réceptifs à l'hypnose. Alors ceux-là,
faut qu'ils changent de métier, vraiment, parce qu'ils font plus de mal que de tort, que de bien, ils font plus de tort que de bien. C'est inadmissible. Voilà, mais bon, ils n'ont pas été formés, c'est pas de leur faute, c'est des fautes des écoles. Et puis, voilà, donc il y a des gens qui me disent, ben voilà, je suis pas super réceptif à l'hypnose, moi je suis très cartésien, je suis très mental, et tout ça, c'est le premier qui dégage. J'ai même pas besoin de faire une induction hypnotique ou les mettre sur le fauteuil, c'est dans la conversation. Ils sont loin, je les vois, ils sont comme ça, ils sont en train de dégager, et puis là, je peux passer ce que je veux comme suggestion. Et on travaille déjà sur leur objectif à ce moment-là. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est une personne aussi en cours d'auto-hypnose qui disait ouais, moi je parlais des manipulations et comme on était influencé par les publicités et tout ça. Il disait, mais moi pas du tout, je suis pas du tout influencé, pas du tout réceptif aux publicités. Et le gars, il était de pied en cap avec des marques. Et il avait une Mercedes, et il était avec des Nike, mais il avait que ça, que des marques, que des marques. Il n'est pas influencé, mais non, mais non. Voilà, plus on se croit fort par rapport à ça, et plus on est faible. C'était mon cas, hein, je vous rappelle, je ne croyais pas à l'hypnose, je croyais que j'étais beaucoup plus fort que ça. C'est pour ça que je ne croyais pas à l'hypnose, d'une part. D'une part, je pensais, j'étais pas sûr que ça existait. Alors, au lieu d'user un petit peu de prudence, je disais non, ça n'existe pas. Mais en réalité, j'étais pas sûr. J'avais des doutes. Et ouais, peut-être. Et puis quand je disais peut-être, c'est peut-être sur des esprits faibles. Moi, je suis beaucoup plus fort que ça, évidemment. Évidemment. Bon, vous avez bien compris que je suis bien revenu sur cette déclaration et sur cette croyance. Quand j'ai compris ce que c'était vraiment l'hypnose, qu'on pouvait faire avec, et ce que je faisais sur moi avec ça, eh bien tout à coup j'ai compris l'immense potentialité que ça avait et le réservoir de possibles et puis de puissance que j'avais à l'intérieur de moi. Et c'est ce que je vous invite à découvrir à travers aussi ces cafés hypnose, à travers ces expériences qu'on fait les jeudis, d'aller découvrir ceci. Alors attention, parce que les plus grandes suggestions et le maximum de suggestions qu'on reçoit vient de nous-mêmes. On a entre 50 000 et 60 000 pensées par jour, c'est-à-dire une pensée à peu près à chaque une seconde, 2 secondes. Okay, et plus de 8 pensées sur 10 sont négatives pour la plupart des gens. Il vient d'où le pire ennemi, d'après vous? Il est à l'intérieur. C'est ça. Donc il va falloir changer son mindset, changer ses suggestions, changer son discours intérieur et le rendre positif. Mais des fois, il y a des gens justement qui disent ouais, moi je me fais des suggestions positives. Je dis mais qu'est-ce que vous vous dites? Elle me dit je vais pas rater, ça va pas mal se passer, tout en négation. Et ils croient qu'ils font des suggestions positives en faisant ça. Eh ben non, que nenni. Donc attention, observez votre discours intérieur, observez comment vous recevez de vous-même déjà des suggestions négatives et recevez de l'extérieur des suggestions négatives. Hein, on dirait comment pour pas oublier de prendre le pain? Je ne l'ai pas dit, je crois. Hein, mais c'est bien de corriger parce que justement ça vous apprend. Ça vous apprend, il y en a qui ne trouvent pas. Je sais parce que je le fais en cabinet ou dans mes cours. Il y en a qui ne trouvent pas, ils ne savent pas comment dire. Alors on me dit, mais alors on dit comment autrement? Parce qu'ils ne savent pas. Mais tout simplement, pense à acheter du pain ce soir en rentrant. Si on dit pense, c'est déjà plus positif. Et là on renverse. Ce ne sera pas non plus du 100%, hein, comme les suggestions négatives. Elles ne sont pas à 100%. D'accord? Ça n'est pas 100% d'influence, toujours. Et bien 8 fois sur 10, au lieu de l'oublier, il va y penser. Il y aura 2 fois où voilà, vous pourrez lui taper sur la tête. Voilà. Voilà aujourd'hui cette exploration. Encore une fois, je suis vraiment stupéfait qu'il y ait encore dans des milieux professionnels qui sont dédiés à ça, qui utilisent encore justement un langage hyper négatif et puis qui ne s'en rendent pas compte. Alors ils ont de la chance, ils ont beaucoup de chance que les pilotes soient absolument dans une bulle, qu'ils soient déjà vraiment hyper solides à l'intérieur et qu'ils soient hyper concentrés et qu'ils ne se laissent pas influencer par une telle suggestion. Mais je me demande à quel point, combien de suggestions comme ça qu'on ne voit pas, hein, qu'on n'entend pas dans ces émissions, eh bien, ont influencé et ont été déterminants dans un accident, dans la perte d'un contrôle ou la, voilà, vue de l'extérieur.
Et là, on ne pense jamais à la responsabilité de la personne qui a parlé. On va dire simplement, ah ben, cette personne, elle a fait une faute, quoi. Elle est partie à l'erreur, elle manque de concentration. Mais en fait, non. Et on va mettre la faute sur la mauvaise personne. Moi, j'ai fait de la compétition. J'ai fait du ski de compétition. Et un jour, je me retrouve à un départ pour un Super G. Donc Super G, c'est au niveau des juniors, on n'avait pas de descente. Donc celui-là, il avait plus une allure de descente que de géant. De Super G, pardon. Et là, on part, il faut monter déjà à pied parce que le téléski ne va pas jusqu'en haut du départ. Et puis on part sur un pic vraiment à la verticale, sur 2 portes, sur à peu près 80 mètres, 80 mètres. Et là, ils avaient mesuré qu'on était entre 80 et 100 km/h déjà à la 2e porte. Et là, il y avait une couche de glace dans cette 2e porte avec des escaliers parce que ça avait commencé à creuser avec les départs parce qu'on est on est 200 à 300 départs. Et donc, en tout cas à l'époque, et donc ça creuse. Et quand on a un coureur moyen comme moi, on partait dans les 100 premiers, quoi. Mais il y avait déjà 100 personnes qui étaient passées avant moi. Et donc, dans les 10 avant moi, tout le monde est parti dans le décor à cette porte. Je me retrouve dans le départ, celui qui est parti juste avant moi, il dégage, il casse toutes les portes, tout ça. J'attends pour qu'on remette les piquets, je dois partir comme ça. Mon entraîneur qui est tout à fait bienveillant, qui est là avec moi, qui me soutient, me pose sa main sur mon épaule pour m'encourager et il me dit « T'inquiète pas, toi tu vas pas tomber ». Après tout ce que je vous ai dit, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Alors que je m'étais levé à 4 h du matin avec mes parents et qu'on avait fait peut-être une bonne 2 heures de route pour arriver à la station, au froid, à -10. Et puis on monte, on se prépare, on refait les reconnaissances, on attend des heures et des heures. Et ma course a duré 5 secondes, 6 peut-être. J'ai jamais eu le résultat du chronométrage, vous pensez bien. Alors j'ai eu de la chance de ne pas m'être blessé, parce qu'à 80 km/h, eh bien, ça peut faire mal déjà aussi. Voilà pour la petite anecdote. Attention donc aux suggestions. Attention aux suggestions que vous faites sur vos enfants, que vous faites autour de vous. Prenez conscience de ça parce que vous êtes à ce moment-là un hacker de cerveau sans même le savoir. Et prémunissez-vous avec des antivirus. Corrigez les phrases à l'intérieur de vous. Là, ce que j'aurais pu faire, eh bien, c'est de me dire ça va aller, je vais arriver jusqu'au bout. Moi, je vais continuer, je vais passer cette 2e porte. Et puis ça va aller jusqu'au bout. Voilà ce que j'aurais pu me dire dans ma tête à la place, juste après avoir reçu la suggestion qu'il m'a faite. Voilà comment on se défend de ce genre de suggestion. On peut pas, il ne faudrait pas l'écouter, mais il faudrait savoir à quel moment il va parler. Donc on ne peut pas s'en prémunir, mais du coup on peut reformuler après à l'intérieur de soi et ça va changer. Ça va changer le résultat. Voilà, eh bien, observez, continuez. Et puis, moi, c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. On se retrouve jeudi pour une expérience pour corriger ces suggestions directes à l'intérieur de soi. D'ici là, portez-vous bien.